Il y a 10 ans, Genève a vu émerger une vague de dessinateurs que l'on a qualifiés de nouvelle école genevoise. De jeunes auteurs pour qui la bande dessinée n'est pas seulement de la littérature pour enfants, mais un art à part entière, libre et adulte. Leur passion est devenue leur métier, grâce à de nombreux lecteurs en Suisse et ailleurs. Chacun à sa manière essaie de redessiner un monde en accord avec son imaginaire. Parmi eux, Tom Tirabosco, Ibn al-Rabin, Frédéric Peters, Baladi et Pierre Vazem. Grandissant chez mes grands-parents où il y avait quelques monstrueuses bibliothèques avec tous les classiques, j'ai tout de suite baigné un peu là-dedans, quoi. Et même en bande dessinée, je suis très vite parti des Lucky Luke et des Astérix pour venir à une bande dessinée beaucoup plus roman, comme ça, beaucoup plus romancée. Sans pagination déterminée, fleuve, un nombre de pages incroyable, des fois pas signées. Je pense à toute la bande dessinée italienne des années 60-70, dont d'ailleurs Pratt faisait partie. Ou américaine, underground, et ça, je suis tout de suite parti dans cette BD-là, en fait. Qui arrivait à faire le pont entre littérature et dessin. Pierre Vazem touche à tout et mélange les genres avec humour et dérision. Récits autobiographiques décalés, aventures épiques, héros confrontés à leurs propres démons. Son sens de la narration et son trait lui ont valu d'être choisi pour reprendre Les Scorpions du désert, une aventure inachevée de Hugo Pratt, maître du genre et père de Corto Maltese. Je lis souvent ou j'entends souvent « Ah, Vazem, il n'a pas trouvé son style », c'est un truc qui est assez rigolo. C'est aussi très propre à la bande dessinée de devoir dessiner pratiquement le même personnage toute une carrière. C'est propre à la bande dessinée et à la série surtout. À cause d'Astérix, de Lucky Luke, et par exemple quand tu discutes avec quelqu'un et que tu dis que tu fais de la bande dessinée, si cette personne elle n'est pas très au courant ou elle n'a pas lu beaucoup de bandes dessinées actuelles, elle te demandera quel est ton personnage. Ah, tu fais de la bande dessinée, c'est quoi ton personnage? Ça, c'est un truc qui est assez rigolo. Mais je crois que c'est des casseroles de ce qui reste d'une époque, d'une bande dessinée qui doit être un peu révolue maintenant, je pense.
Donc j'ai ancré une plaque, en l'occurrence c'est une plaque de caoutchouc avec de l'encre à lino. Et voilà, là j'ai posé du papier qui est un papier craft, papier d'emballage, et je retravaille, je dessine. Je fais tout mon découpage à l'endroit, mais je le reporte à l'envers pour retrouver l'endroit après. Je suis pas un joueur en fait. Il y a des gens qui jouent beaucoup plus avec le dessin. Moi je suis dans le contrôle, je travaille il y a plusieurs étapes dans mon travail et puis donc il n'y a pas ce côté écriture, dessin comme une écriture directe en fait. Enfin, ce que j'aimerais pas, c'est qu'en lisant mes bandes dessinées, on se dise qu'on ne voit que ça, tu vois, la technique. Et puis que finalement, le projet du livre, si tu veux, l'objectif du livre qui est de raconter une histoire, ça passe derrière. Ça passe après cette espèce de mise en place spectaculaire, techniquement impressionnante. Ça m'emmerderait que ça transparaisse trop ou que ça prenne trop de place, si tu veux, dans la lecture de mes livres. Tom Tirabosco alterne depuis toujours la bande dessinée et les illustrations que l'on retrouve régulièrement dans les journaux ou sur les murs de la ville. Formé aux Beaux-Arts de Venise, il a développé une technique unique qui trace les contours d'un univers lyrique et romantique, à la fois doux et cruel. Un univers singulier qui a inspiré de nombreux scénaristes, dont Pierre Vazem, avec lequel il a souvent collaboré. Dans le dessin, il y a un état d'excitation aussi. Et je pense que peut-être les dessinateurs qui dessinent, en tout cas les dessinateurs qui essayent de représenter le monde, il y a ce côté de l'ordre de l'excitation à un moment et qui fait qu'on sait qu'on est juste. Première chose, feuille photocopieuse, papier, tout ce qu'il y a de plus banal, 120 grammes. Donc un poil plus épais que les photocopieuses, comme ça je peux le prendre partout, dessiner partout. Je prends juste un exemple que j'ai fait avant, donc là c'est un gabarit que j'ai fait avant, voilà, et il suffit juste de faire comme ça. Hop, un crayon, pas de règles, pas de perte de temps, donc ça va vite. Je fais en transparence les cadres des cases. Soit parce que j'ai découpé avant, soit parce que je l'ai en tête, je sais ce qu'il va y avoir dans les cases. Donc un exemple, c'est comme ça c'est du découpage que je fais vraiment au fur et à mesure, voilà, c'est un bon exemple. Quel dialogue il y aura, etc. Donc je sais si je dois faire le cadre ou pas, parce qu'il y a des cases qui n'ont pas de cadre, en fonction de l'émotion qu'il doit y avoir. Et voilà, donc il n'y a pas de crayonné très lourd, il y a juste une mise en place des persos, avec généralement les lignes des regards. Voilà, lui je sais qu'il va regarder là. Ado, tout ça, puis jusqu'à il y a quelques années, si je regardais des trucs dans le cinéma avec un œil de dessinateur de BD, c'était justement pour des cadrages, vraiment des compositions d'images, puis ou des mouvements de caméra. Depuis quelque temps, je suis peut-être plus attentif à ce que c'est que la mise en scène. Avant j'avais l'impression que la mise en scène c'était des trucs de frime techniques. Et puis en fait, bon ça c'est des choix, on prend les choses comme on veut. Mais maintenant j'ai envie de croire que la mise en scène c'est plus de décider ce que tu vas montrer, ce que tu vas pas montrer en fait.
Il y avait plein des histoires d'émotions qui sont... Dès qu'elles sont trop appuyées, elles deviennent un peu frelatées, ou ça devient pathétique, ou forcé, il y avait tout un bout où le personnage il commence à douter, à se sentir mal dans sa peau, etc. Puis tout ça, je l'ai formulé. Dans une première version, je l'avais formulé, c'est-à-dire que vraiment lors d'un dialogue ou lors même d'un mec, du personnage, un monologue, parle avec lui-même, il se formule lui-même, en gros, qui se sent pas bien, tu vois. Puis alors après, il y a tout un travail sur des dialogues pour essayer de que ce soit pas trop malhabile, etc. Et puis en fait, une fois que tu as fait ce travail-là, tu te rends compte que tu peux le virer et puis mettre 2 cases où il est accoudé à un bar comme ça, avec une clope, puis ça marche, quoi. Voilà. Frédéric Peters a été révélé au grand public avec Pilule bleue. Traduit en plus de 10 langues, ce récit autobiographique lui a valu en l'an 2000 sa première nomination au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Nominé pendant 5 années consécutives, il obtient enfin en 2007 la consécration avec le dernier tome de Lupus, une série de science-fiction où il confronte l'intime au cosmos. Une mise en scène réussie, c'est une mise en scène qui dissimule les articulations du récit. C'est-à-dire que quand l'intrigue évolue, quand tu as un moment où il y a une cassure, un tournant dans l'intrigue, un rebondissement, si on veut, si on l'amène comme un rebondissement et si on sent que c'est un rebondissement, c'est raté. Il faut que ce soit passé sous quelque chose qui te fait que tu te rends même pas compte que l'intrigue a pris un tournant, quoi, voilà. Oh merde, je voulais foutre au centre. Le dessin en soi, ça m'emmerde un peu au bout d'un moment. Enfin, c'est rigolo, mais si je fais 10 dessins, ça me fait chier. Avec 10 dessins, je peux faire une histoire, donc autant faire une histoire, tu vois. Enfin, j'ai toujours fait des espèces d'histoires. Bon, c'est plus ou moins réussi ou pas, tu vois, mais tout le temps, je faisais des... Ça m'emmerde de faire un truc pour... Enfin, je suis pas un vrai dessinateur, entre guillemets, comme... Enfin, chez Tom et Fred, ils sont plus dans l'amour du dessin pur aussi. J'ai jamais su dessiner un téléphone, pour te dire. C'est que cette merde. Bon, hop, ça va très bien. Maintenant, en fait, je vois pas de raison de faire de la bande dessinée comme de foutre les cases comme il faut au milieu, etc. Enfin, il faut juste faire ce qu'on a envie exactement ce qu'on a envie de faire, quoi. Et donc, moi, quand j'ai envie de faire enfin, la plupart des histoires que j'ai envie de raconter, ça va pas de mettre les cases comme d'habitude. Ça va juste pas. Si tu racontes une histoire, tu racontes une histoire. Et tu la racontes d'une certaine manière qui vient avec ce que tu fais ou pas. Enfin, pour moi. Une bonne âme a inventé le Tipex un jour. C'est sûrement pour qu'on s'en serve. À un moment où je me suis mis à dessiner de cette manière-là, hyper minimaliste, ce qui fait que ça a quand même un peu changé les choses que je faisais. Enfin, pour le lecteur, ça demande d'aller chercher des informations dans un ordre un peu étrange. Mais il faut relire. C'est un truc qui se lit pas d'un coup. Voilà. Enfin, normalement. Ibn al-Rabin, de son vrai nom Mathieu Baïf, multiplie les casquettes sans trop se prendre la tête. Entre une thèse de mathématiques, un championnat de foot et un concert de chansons loufoques, il développe dans ses bandes dessinées un univers minimaliste et décalé qui joue avec les codes et le lecteur. J'ai gagné des millions jusqu'il y a peu avec les mathématiques. Je suis à l'université en mathématiques. Alors j'ai fini, etc. Bon, j'étais assistant à l'université ici. En gros, j'ai fini maintenant. J'ai plus d'engagement parce que c'est comme ça. Donc en ce moment, je suis strictement rien.
Mais bon, ça va assez bien, quoi. Pour l'instant, je me porte relativement bien. Donc, en ce moment, officiellement, je suis rien. Donc avant, je faisais des crayonnés. Ensuite, souvent il y avait des traces de gomme et puis de crayons qui avaient du mal à partir. Puis ça prenait plus de temps aussi. Donc la table lumineuse, c'était pas mal. Puis petit à petit, j'ai abandonné la table lumineuse. Parce que c'est vrai que j'ai toujours beaucoup utilisé le Tipex de toute manière. Et puis après, je me suis même aussi habitué à faire des dessins qui étaient faits à main levée, quoi. Je me suis habitué à travailler là-dedans. C'est vrai qu'en fait, peut-être qu'en travaillant dans les cafés, j'ai l'impression de continuer à travailler pour le plaisir, en fait. Faire ça comme un amateur, quoi. Possible. Et puis, en même temps, peut-être que j'ai moins l'impression de travailler aussi, ou je sais pas, d'être plus libre. Parce qu'il y a, dans les cafés aussi, tu fais des rencontres, hein. Il y a des gens qui me posent des questions. Ou alors parfois il y a des gens que je connais, puis tout d'un coup je m'arrête de travailler, on part un coup, enfin... Donc ça se fait un peu comme ça, quoi. C'est relativement chaotique, quoi. Mais j'entends souvent cet argument comme quoi il faut qu'il y ait un endroit spécifique en fait, pour travailler comme ça. Moi en fait c'est plutôt quelque chose qui m'angoisserait, quoi. Par contre je me fais souvent des programmes quand j'ai une bande dessinée à faire. Par jour j'estime qu'il faut que je fasse tant de pages, etc. Donc, je note ça dans mon agenda. Et puis c'est des programmes qui sont toujours extrêmement difficiles à tenir parce qu'il faut vraiment fournir beaucoup de travail, donc en fait ils sont pratiquement impossibles à tenir. Donc au bout de quelques jours, une semaine, je suis déjà en retard par rapport à mon programme et je dois faire un autre programme. Et donc de programme en programme, finalement je finis par aboutir à la page finale et à faire la bande dessinée. Baladi est un dessinateur boulimique, au style organique et foisonnant. Avec plus de 30 livres à son actif, il multiplie les éditeurs, mais distribue aussi gratuitement ses dessins en fanzine ou sur Internet. Toujours avide de nouvelles expériences, il s'amuse parfois à adapter son univers poétique et violent pour des décors de théâtre, des vidéos ou des concerts de dessin. Je suis quelqu'un qui était extrêmement timide. Avec le dessin, c'était aussi, en faisant de la bande dessinée, c'était aussi quelque part une manière d'avoir un lien avec d'autres gens, quoi. Créer le contact. Créer un contact, oui. Sur les bancs d'école déjà. Ouais. Ou même après, justement, je parlais du fait d'être édité, etc. C'est aussi, je pense, un moyen de ne pas être complètement renfermé dans son monde, quoi. À l'origine de toute vocation de dessinateur, il y a les fanzines, ces petits albums autoproduits et distribués gratuitement. En 2003, à l'occasion du Festival international de la bande dessinée de Sierre, plusieurs illustrateurs genevois, dont Ibn Al-Rabin et Baladi, créent la fabrique de fanzines, à la fois installation, performance et atelier de dessin. Le but du jeu est de dessiner et de faire circuler un maximum de fanzines. Tout le monde est convié à participer. Grâce à son succès, la fabrique est devenue itinérante de Moscou à Angoulême, en passant par Bruxelles et Paris.
On se fait inviter dans des festivals ou des machins, enfin n'importe quoi en gros. Où là-bas, ils nous fournissent une photocopieuse et pendant 2, 3, 4, 5 jours, ça dépend du temps, on fait des fanzines de A à Z. On dessine sur place, on les photocopie sur place, on les aggrave, tout ça sur place. On en fait une dizaine d'exemplaires qu'on donne gratuitement. Et surtout, ce qui est bien, c'est que n'importe qui peut participer. Là, c'est parti. Je sais pas, on va en faire 5, un truc comme ça. Tu vas enfiler à tes copains? Puis là, on doit en laisser combien? Une. La fabrique de fanzines, c'est un endroit où il y a un plus de distance entre les ouvriers de la fabrique en fait, et les gens qui viennent lire ce qu'ils font. Parce que n'importe qui vient à la fabrique de fanzines peut faire un fanzine. D'ailleurs, c'est ça le but en fait. C'est qu'il y a une émulation et puis que les gens se mettent aussi à faire des fanzines avec nous. À la fin, il y a un bordel invraisemblable au mur parce qu'on fout tous les originaux au mur. On garde nous un exemplaire de chaque fanzine qu'on fout sur une corde à linge. Alors ça fait c'est assez rigolo. On est même allé jusqu'à Moscou et on était resté 10 jours et il y avait, je crois, 200 fanzines à la fin. C'est grandiose. Alors il y a des trucs super nuls, il y a des trucs faits en 30 secondes, il y a des trucs vraiment bien, il y a de tout. Mais ce qui est bien, c'est que c'est le côté où tout le monde, n'importe qui peut participer. C'est vraiment convivial, maudit. Et le côté où on les donne gratos. On les donne comme ça à n'importe qui peut les prendre. On en fait une dizaine, une quinzaine. C'est ton premier livre? Content? Chez tous les dessinateurs, l'origine c'est l'enfance, quoi. C'est ce qui s'est passé, c'est ces émotions d'enfance à la lecture de certaines BD ou certaines choses. Si t'es un peu habile, si tu dessines pas mal quand t'es enfant, et si t'as des parents pas trop cons, ils te diront de toute façon c'est merveilleux tes petits dessins, ils vont te les accrocher par-ci par-là. Mais si t'es très sensible à ça, c'est un truc qui va faire partie après de ton personnage. Et ensuite tu dessines à l'école, dans la classe, t'as le gros, t'as le mec à lunettes, t'as l'intellectuel, t'as le turbulent, le bordélique, et puis t'as le dessinateur. Enfin, j'ai l'impression que les gens, malgré tout, ils rentrent tout de suite dans des espèces de codes comme ça. Et en plus, on est beaucoup représenté par ce qu'on fait, surtout à l'heure actuelle. Donc en fait, moi, j'ai tout de suite été le dessinateur de l'école, et puis ça plaisait aux filles. Et puis voilà, c'était mon rôle, c'était ma façon d'être présent au monde. Le fait de dessiner et puis d'être dans un état hypnotique comme ça et que tout s'arrête autour, ça c'est un truc depuis tout gamin. Ça je l'ai depuis tout gamin, ça je me rappelle très bien ça. Ces sensations-là de tout enfant déjà. Et des toutes premières BD, ma mère doit encore en avoir quand j'avais 7 ans, j'avais déjà des BD. D'ailleurs c'était déjà moi le personnage principal. Puis je me transformais en super-héros. T'avais un nom? Ouais, Super Fric. Parce que j'avais des petits copains qui m'appelaient Fric, je sais pas pourquoi. Rien à voir avec l'argent, c'est la contraction de Frédéric. Et ouais, je me transformais, je faisais des études de muscles de cuisse et des trucs comme ça. C'était vrai, j'avais un costume vert avec une cape rouge. Il y a un espèce de premier héros qui s'appelait Patate Show. C'est les alentours d'une pomme de terre, quoi. Enfin, un mec qui avait une forme humaine, c'était complètement débile, qui se promène dans le pays des légumes, je faisais des histoires de 46 pages. Tous les enfants dessinent de toute façon. Maintenant, à partir d'un moment, pourquoi ils s'arrêtent, ça, je sais pas. Parce que chez les dessinateurs, peut-être parce que chez moi, ça remplissait un besoin et un vide qu'il y avait quelque part, ou j'en sais rien, où ça comblait des trous, et que c'est un truc que tu poursuis parce que ça fait partie de ta médecine personnelle, j'en sais rien. Ça, c'est vraiment une question. Je pense qu'à 80 balais, j'arriverai non plus pas à te répondre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, allez. J'avais un père qui peignait à la cave, qui peignait à l'huile, qui reproduisait des
des Vénus de Botticelli à l'ancienne, quoi. Et ça, c'est vrai que j'ai aussi souvenir d'avoir fait ma première petite peinture à côté de lui, avec de l'opéra italien à coin, et puis on recopiait, moi je recopiais une image du National Geographic, puis lui il recopiait une espèce de Vénus. À part quand j'avais 8 ans et que je voulais être conducteur de bus TPG, les transports publics genevois, je me rappelle franchement pas d'avoir une envie de faire un métier quelconque, enfin de me dire ah nom de Dieu je vais faire ça comme métier. C'est juste que je trouvais bien de le dessiner et de faire des bandes dessinées, alors je faisais des bandes dessinées quoi. On a essayé un peu de me décourager, à vrai dire. Au niveau familial. Quand j'avais 7-8 ans comme ça, j'ai eu une discussion avec mon père qui m'a dit que j'allais crever de faim, quoi. Donc Il te l'a dit encore aujourd'hui? Non. Non, c'est bon. J'étais allé à Philadelphie à une convention de comics avec mes planches sous le bras. Puis là, ça m'a plutôt fait l'effet inverse. Je m'étais plutôt dit que ça menait à rien, tout ça, quoi. Je veux dire, c'était une espèce de grosse foire avec il y avait Mr. T qui était là parce qu'il y avait un comics sur lui. Il y avait des gars déguisés avec des costumes en mousse de Spawn ou des 4 Fantastiques et puis plein de gens qui bossaient comme des fous. Puis il y avait des files de dizaines de personnes devant les stands des éditeurs avec plein de gars qui dessinaient tous la même chose. Ça avait plutôt tendance à me désespérer, ça. Je me rappelle très bien, quand je suis rentré aux arts décoratifs, j'étais très troublé qu'il y ait autant de très bons dessinateurs et ça m'énervait beaucoup en fait. J'avais plus mon statut, c'était un statut que je devais partager avec d'autres gens et ça, je me rappelle très bien qu'à un moment donné ça m'a fait beaucoup chier ça. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait d'autres dessinateurs. Ça te fait toujours chier. Mais ça me fait toujours chier, ouais. J'avais pris de la documentation sur les studios d'animation, Disney, et machin comme ça. En fait, je me disais, si le seul moyen de vivre du dessin, c'est d'être un tâcheron à une table, puis de faire des nez, si c'est un moyen pour en vivre, ben, peut-être que c'est une solution, etc. Puis en fait, à toute cette période-là, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais peut-être que c'est mieux de tout faire tout seul. Donc il faut avoir des idées. Donc pour avoir des idées, il faut commencer à réfléchir, quoi. C'est pendant la durée d'un festival, et donc on fait le maximum de fanzines qu'on peut. On dessine très vite, et là aussi, ça a été un peu comme une école, quoi. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup appris, parce que ça m'a un peu désinhibé par rapport au dessin. Et puis le fait qu'on essaie d'en produire vraiment beaucoup, qu'on se mette à faire ça vraiment d'une manière assez rapide et spontanée, sans vraiment se poser de questions. Donc parfois les fanzines sont vraiment mauvais, mais c'est pas grave, quoi. Il y a eu une espèce de mouvement général dans les années 90 et qui suivent, de gens qui faisaient des choses dans le même esprit, entre guillemets. Il y avait une émulation, bien sûr, ouais. Ouais, à fond. Toutes ces soirs, on changeait tout le temps d'atelier, de lieu pour faire des trucs. Des fois, c'était lié aux ateliers de graphisme que Ben et Tony fondaient. D'autres fois, c'était on trouvait des lieux pour faire des vernissages. On était tout le temps dans plein d'endroits. On se réunissait les soirs pour couper les feuilles. Faire les reliures, agrafer, tout ça, dire les histoires de chacun, dire mais ça on peut le garder, ça pas. Tu vois, c'était pas du tout l'American Spirit, quoi. Hein. C'est pas on va y arriver, c'est juste c'est amusons-nous, quoi. C'est le plaisir. Ouais, tant qu'on fait ça, on n'est pas au bistrot, quoi. C'est plutôt ça. D'ailleurs, on le faisait au bistrot aussi, donc.
c'était une tomate au début. Comment? C'est pas clair. Ouais, là, c'est C'est vrai. super, il y a une tomate sur son bateau Mais non. qui a poussé. Tu vois bien Une qu'il tomate arrive. géante, ouais. Non, faut peut-être chaque fois la remonter. Non, non, non. Attends, je vais faire. Ah bon. Ouais, si ça coince, c'est quelque chose ne va pas. Ah ouais, c'est Ouais. bon, c'est bon. Peut-être qu'elle est pas bien centrée aussi. Toi, tu... Voilà. C'est après avoir été édité chez un gros éditeur, qui est Delcourt, que j'ai eu envie de refaire un fanzine. Parce que je me suis aperçu que c'était vraiment quelque chose de très différent. Parce que j'avais l'impression que j'étais plus libre. J'ai même un peu renoué avec une espèce de côté fanzine punk d'un adolescent de 14 ans dans le quotidien de science-fiction, quoi. Vraiment quelque chose qui est même, à la limite, qui n'est pas forcément rattaché à l'univers de la bande dessinée. C'est Bazem lui-même? C'était dingue, c'est beaucoup de... C'est tiré de sa BD, quelqu'un a photocopié. Bazem scénario, c'est tout le début là, avec Spencer. Et Mathieu? Il y a des choses qui sont très bien, mais s'ils sont en livre, ça les gâche. Alors que tandis que si elles sont en fanzine, c'est génial. Plein de trucs que fait Alex d'ailleurs. C'est vraiment un format qui est chouette, enfin qui est vraiment hyper légitime et qui peut être une fin en soi aussi. Ça peut être une fin en soi de faire des fanzines, pas faire plus pour... pas en faire parce qu'on se dit qu'on va montrer à je sais pas quel éditeur qui va nous proposer un pont d'or pour dessiner je sais pas quoi. Pour passer du fanzine au livre, les auteurs genevois ont bénéficié à leur début de l'émergence simultanée de 3 maisons d'édition indépendantes. Le Drosophile, Bulb Comics et Atrabile, 3 éditeurs passionnés qui ont porté cette vague de dessinateurs en leur offrant une diffusion professionnelle et internationale. Mais je crois qu'il y a des moments, ça c'est comme tout, je crois qu'il y a des moments où il y a quelque chose dans l'air. Et nous on est arrivé à un moment où voilà, il fallait attraper ce truc qui était dans l'air, et c'est pas pour rien qu'à la même époque où nous on a créé Atrabile, Nicolas Rebel faisait Bulb Comics et Christian faisait le Drosophile. C'est qu'il y avait un truc dans l'air, quoi. Il se passait quelque chose, il y avait une vibration, je sais pas exactement pourquoi. Je pense aussi parce qu'il y avait plein d'auteurs, une fois de plus, autour de nous, qui arrivaient en guillemets un peu à maturité, enfin qui commençaient à faire des choses vraiment intéressantes, et il fallait attraper ça, et voilà, c'était un truc dans l'air, je pense, avant tout. L'idée c'était que tous ces dessinateurs autour de nous aient, disons, un petit quelque chose pour aller démarcher un peu plus loin. Nous on se voyait comme une espèce de tremplin en fait. Donc ça a pris du temps pour qu'on se dise en fait, mais nous on n'a pas envie que les dessinateurs partent, en fait on aime bien ce qu'on fait et on a envie de construire quelque chose avec tous ces dessinateurs. Donc à la base c'était plutôt un tremplin, après on a eu envie que ce soit un travail de fond. Et l'idée de la ligne éditoriale à la base c'était qu'en gros on ne savait pas exactement ce qu'on voulait, mais on savait ce qu'on voulait pas. Donc on voulait pas faire de l'heroic fantasy, on voulait pas faire de la bande dessinée de genre, on voulait pas faire du cartonné couleur, on voulait faire de la bande dessinée plutôt intimiste. À cause des moyens qu'on avait, on voulait plutôt faire du noir et blanc. Et puis de toute façon, même au-delà des moyens, pour nous, l'expression la plus pure de la bande dessinée, c'est le noir et blanc, quoi. À Genève, la tradition du dessin est vivace et les opportunités nombreuses pour les illustrateurs. Dessins de presse, affiches culturelles ou politiques permettent de vivre du dessin. Toutes les semaines, Pierre Vazem décape les pages du Temps avec son humour corrosif. Quant à Tom Tirabosco, il s'illustre dans la Tribune de Genève avec un canard intrépide confronté aux aléas de la vie moderne. C'est vrai qu'on a toujours bénéficié de cette idée d'affiches dessinées, de dessins de presse, on voit des chapattes, des Herman qui sont facilement publiés, etc. Et ça, c'est vrai que c'est bon. Je dessine aussi souvent pour Paris, pour certains magazines, etc. Mais c'est vrai qu'à Genève, il y a ce côté, il y a cette facilité-là, ouais. Il y a une espèce de tradition du dessin qui vient de on ne sait où, quoi. Peut-être de Topfer, mais c'est un peu vieux. C'est à Genève, au début du 19e siècle, que Rodolphe Topfer décide de raconter des histoires avec ses gravures. Il invente sans s'en rendre compte la bande dessinée. 2 siècles plus tard, les bulles ont remplacé les légendes et le prix Topfer encourage chaque année un jeune dessinateur genevois. La cité de Calvin perpétue ainsi fièrement sa tradition. C'est marrant, Genève, c'est pour finir très les trottoirs et les façades qui sont calvinistes. Maintenant, si tu vas brouter un peu à l'intérieur, c'est pas du tout, tu t'écartes complètement de ça.
peut-être continuer un fossile. On est relativement liés, puis en même temps on est chacun un peu dans notre coin. Enfin, moi c'est quelque chose dans lequel je suis assez confortable, parce que c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un qui était très à l'aise dans les groupes, quoi. Donc moi j'aime bien être un peu dans mon coin, et puis en même temps je veux pas être complètement solitaire. Donc là c'est une espèce de truc un peu où tu rejoins d'autres gens à travers la bande dessinée, tu crées un peu des contacts, etc. Tu sens qu'il y a d'autres gens qui font un peu la même chose que toi, mais en même temps tu préserves une espèce d'intimité comme ça dans ton travail, où tu restes un peu solitaire. Pour briser la solitude du dessinateur, ces artistes ont parfois envie de partager leurs idées le temps d'un album. Plusieurs livres sont ainsi le fruit de collaborations, une plume servant au scénario et l'autre au dessin. Ainsi, la série Coma, écrite par Pierre Vazem et dessinée par Frédéric Peters, qui décrit les aventures d'une petite fille dans un drôle d'univers souterrain. Comme c'est un boulot vraiment super solitaire et tu passes des heures tout seul sur ta petite feuille de papier en solo, c'est aussi l'idée de partager autrement qu'au bistrot nos expériences de travail et puis d'échanger des trucs et tout. C'est parti de moi. J'ai fait un dessin volant un jour de cette petite fille avec ce grand monstre derrière qui ressemble à peu près, non pas à ça, mais au dos de couverture, donc à peu près celui-là. Mais en fait, elle n'était pas encore mineure, donc elle n'avait pas ce casque, elle n'avait pas sa sacoche, etc. Mais elle était déjà grosso modo habillée comme ça, elle n'avait pas cette coiffure. Mais le monstre, il était à peu près comme ça. Et puis voilà, c'était un dessin comme t'en fais dans des carnets de croquis. Et puis je trouvais qu'il se passait un truc. Je savais un peu où il avait plus ou moins facilement envie d'aller. C'est assez rigolo parce que ça me tord un peu mes propres obsessions et ma main là où j'irais moi automatiquement, et en fait je suis obligé de corriger un peu le tir. C'est assez enrichissant aussi au point de vue de la fabrication des choses. Voilà, puis je suis allé le voir en disant mais est-ce que ça t'inspire quelque chose, et puis je sais pas si ça arrive à Pierre de ne pas être enthousiaste, mais en tout cas là il a été très enthousiaste. Et de devoir comme ça adapter mes idées et mes envies à quelqu'un d'autre, pour moi c'était vachement intéressant. Le bout que j'adore, c'est quand la petite est dans ce monde parallèle et puis qu'elle appelle son père sur une machine improbable et que lui il rêve d'un téléphone qui sonne et il se rêve se levant et se dirigeant vers le téléphone. Et il a écrit un truc très rythmé avec des dialogues très justes parce qu'ils s'entendent pas bien, la communication est pas bonne. Moi j'ai rajouté le fait qu'ils s'entortillent dans le cordon parce qu'ils tournent autour du téléphone, etc. Et voilà, ça c'est du bonheur à faire. Et quand la simple collaboration vire au défi et à l'expérimental, ça donne « Dormez-vous », un album sous forme de cadavre exquis dessiné à 4 mains par Baladi et Ibn Al-Rabin. Alors c'est parti de lui, une fois il est venu me voir et puis il a dit voilà, j'ai fait ces 4 pages ou 6 pages, je sais plus, qui n'étaient pas totalement finies. C'est qu'il manquait un peu des bouts, il y avait des bouts qui étaient encore au crayon, comme ça, puis il m'a dit est-ce que tu veux faire la suite, puis il est complété. Alors je les ai complétés. Et puis ensuite j'ai fait une suite incomplète que lui devait compléter, et puis on a continué comme ça. Ça faisait comme ça, un espèce de ping-pong, comme ça, on se filait. Bon, et au bout d'un moment, on s'est mis à peu près d'accord on a fait 20 pages comme ça.
Donc à peu près chaque case, on a dessiné les deux dedans. C'est ça qui est assez drôle. Et du coup, ça donne des planches où même moi, j'ai du mal. Il faut vraiment que je les regarde de près et que je me souvienne, en fait, pour voir ce que j'ai fait, ce qu'il a fait, quoi. Donc on a inventé chacun des bouts d'histoire l'un après l'autre. Mais au bout d'un moment, on a quand même discuté parce que... ce genre de truc, ça tourne rapidement à l'exercice où ah tiens, je vais faire ça, je vais voir comment ce con-là va s'en sortir. On met un piège invraisemblable et après ça avait une suite de péripéties qui n'a pas de sens. Donc là, on a décidé de la fin après 20 pages à peu près. Puis on est allé en continuant ce principe, quoi. Du coup, j'ai dû dessiner des personnages à sa manière. C'était assez spécial parce que lui, il dessine jamais les coups. Et c'est ça qui était le plus difficile pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait des fautes, quoi. J'ai dessiné les coups des personnages, puis tout d'un coup je me suis rendu compte que j'avais fait une faute. Alors c'est lui qui m'a dit, je sais pas, puis on a dû gommer. Et ensuite j'ai créé des personnages. Tout d'un coup j'ai mis une femme qui apparaît comme ça. Et du coup il fallait que ça ressemble à un personnage à lui, donc je l'ai créé un peu à sa manière. Puis en même temps on voit quand même que c'est un peu entre les deux, quoi. Parce qu'elle a une espèce de grande chevelure comme ça, que lui dessine pas trop, il dessine pas trop. Et elle, par contre, je crois que je lui ai mis un coup. J'ai lu des articles qui disaient c'est une bande dessinée qui a été faite à 4 mains. On nous sort tout le temps, ah vous l'avez fait à 4 mains. Et ça t'énerve. Alors, moi j'utilise qu'une seule main pour dessiner. On n'est pas en train de jouer au piano. Chaque fois qu'on se met là à table, lui sur son piano et moi sur mon rétro-projo, on ne sait pas ce qu'on va faire en fait. Et ça c'est assez rigolo, c'était un peu l'idée de faire vraiment une impro dessin. Puis moi ça me change de mon cadre, bande dessinée, truc narratif, et c'est vraiment du dessin. À la limite mon stylo avance un peu tout seul, quoi. Mais c'est pas du tout de la BD, ça n'a rien à voir. Quand je dessine, il y a une espèce de mise en cocon comme ça, où en fait tu rentres dans une de tes nombreuses formes de conscience comme ça, où tu vas chercher des espèces de... Moi c'est plutôt des trucs qui fonctionnent toujours plutôt au sentiment ou à la sensualité des choses. Alors en fait c'est peut-être des trucs d'enfance, mais ce serait plutôt lié à des rapports avec la nature ou à des impressions personnelles. Assez fortes comme ça, des émotions, et en fait quand je me mets en état de dessin, c'est plutôt d'être à très peu de centimètres de cette partie-là de mon cerveau, de ma conscience, de mon âme, je sais pas comment expliquer ça. Au fil des années et des albums, ces auteurs ont acquis une vraie reconnaissance critique et rencontré un succès public qui dépasse largement les frontières suisses. À Paris ou à Bruxelles, comme à Genève, ils n'ont aujourd'hui plus de peine à trouver des éditeurs. Mais cette notoriété nouvelle ne change en rien le processus de création qui reste le même qu'à leur début. Une introspection difficile, parfois douloureuse. Alors ça c'est un projet ambitieux parce que ça fait des années que je le traîne et puis je
je le poursuis un peu entre mes différents boulots, je dirais alimentaires, enfin mes boulots de bande dessinée mais qui me rapportent de l'argent. Ça c'est quelque chose que je veux faire chez Atrabile, donc qui est une super maison d'édition. Il y a une grosse colère qui est là et puis qui est liée à mon enfance, à mes parents, et c'est vrai que c'est une bande dessinée sur lequel, enfin, qui m'aide à travailler sur cette colère et à la transformer en quelque chose de plus drôle, de plus léger et puis de plus tendre. En fait. C'est pas nostalgique, c'est un rapport très tendre en fait. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'affection, de tendresse pour les personnages de ce récit en fait, pour mes parents, pour mes frères. Et ta famille, tu les montres? Effectivement, je les ai montrés et ça n'a pas été sans mal parce qu'il y a eu des réactions même assez violentes à ce récit. Tout d'un coup, ça a remué, ça a fait remonter des choses un peu douloureuses. Je dirais qu'effectivement, plus par rapport à mon frère, Michel, qui est né gravement handicapé. Mais je pense que c'est bien, ça fait du bien à tout le monde. Et puis maintenant, je dirais qu'ils acceptent ce travail plus facilement. Et puis je leur explique que le but, c'est pas de régler ses comptes, mais c'est vraiment de rendre hommage en fait à ces différents membres de la famille qui ont fait ce qu'ils ont pu à un moment donné. C'est vraiment des moments de trouble en fait, où moi je suis un peu paumé et je doute et je sais plus et je me dis ah non mais là je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais, c'est parce que je suis pas dans cette excitation, je suis pas dans ce picotement dans le ventre. Quoi. Qu'est-ce que tu fais dans des cas pareils? Voilà, là en général où je me mets à... Je déprime, je râle, j'arrête pas de me lamenter sur mon sort ou je tourne en rond. En fait, la meilleure chose, c'est de se tailler, quoi, c'est de sortir, c'est de s'aérer la tête. Quoi. Le truc emmerdant avec les professionnels de la profession de la bande dessinée, c'est que tu dois faire des livres. Et si ça t'emmerde de faire un livre, enfin, je veux dire, c'est vachement rigolo de faire Enfin, moi, j'adore faire de la bande dessinée. Je trouve ça super. Mais si ça devient une contrainte, ça me fait vraiment chier parce que ça gâche vraiment le plaisir, je trouve. Moi, j'ai l'impression que je suis un escroc et un flemmard. Mais franchement, j'ai l'impression que si je travaille, c'est parce que ça me plaît, mais il y a une forme de lâcheté, il y a une forme de fuite là-dedans. Franchement, j'ai un rapport au fait de faire de la bande dessinée qui est psychotrope presque. Ouais. Presque comme un antidépresseur ou de la drogue en fait. C'est de la drogue bonne pour la santé quoi. La bande dessinée c'est quand même, je veux dire en général, elle n'est pas vue comme quelque chose de très sérieux déjà au départ. Donc c'est peut-être ça aussi, enfin je sais pas. Non? Oui, mais en même temps, c'est pas non plus que des Mickey. Ouais, bien sûr, non, c'est clair que ça l'est pas. Mais après, la manière dont c'est vu dans le monde, il vaut mieux pas se choper la grosse tête parce que tu risques de te faire un petit peu mal, enfin je sais pas. C'est que de la BD, je veux dire, c'est vite dit, c'est aussi toute la sueur, c'est aussi toute notre transpiration. Mais je sais pas, il y a un côté sain, je trouve, dans cette idée de se rappeler que, voilà, on fait juste de la BD, quoi. Moebius a écrit ça, ou je sais plus quoi, où j'ai entendu... Il y a deux situations difficiles dans la bande dessinée, c'est quand ça marche pas du tout, puis que tu peux pas en vivre, ou quand ça marche trop bien, et puis que t'arrives plus à faire ce que tu veux. Voilà, alors toi que t'es entre les deux, très bien. Il
était une fois une princesse qui alliait grâce et sagesse, charme, intelligence et finesse, tous les attributs d'une déesse. Mais la belle ne dormait jamais, un vilain sort l'en empêchait, et toutes ses nuits elle les passait à promener son chien en laisse. Alors moi, je suis allé la voir, je lui ai dit des histoires, et elle s'est endormie. Et puis je suis parti, elle rêva sans répit une semaine et demie. Je suis le magicien.